et bienvenue à tous. Aujourd'hui, le 9e art est à l'honneur dans Délivrez-nous. Nous sommes dans les locaux de l'association On a marché sur la bulle, centre de ressources sur la bande dessinée à Amiens, rue de Jean. Et nous sommes en compagnie de Pascal Mériot, son directeur. Pascal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici. C'est un vrai plaisir. Vous êtes un des cofondateurs de l'association en 1995. Racontez-nous comment l'aventure a commencé. Ouais, elle a commencé de façon extrêmement simple, avec quelques personnes que j'avais croisées sur d'autres festivals. On s'est retrouvés sur un trottoir un jour en sortant d'une librairie et on a bu un verre ensemble et on s'est dit que décidément il ne se passait pas grand-chose autour de la bande dessinée sur Amiens. Et si on se prenait en main et si on décidait nous-mêmes de créer quelque chose. C'est de là que l'idée est venue. En avril 95, on s'est donné un an pour aller faire le tour d'autres salons, voir un petit peu ce que faisaient d'autres structures et puis essayer d'en prendre le meilleur, ce qui nous paraissait pertinent à faire. Et puis dès l'année suivante, en juin 96, on a pu faire se tenir le premier salon. On a reçu 33 auteurs, une affiche de baptême et l'aventure était lancée. L'aventure était lancée. Alors justement, autour de ce salon qui va fêter sa 14e édition cette année, il y a un nombre assez impressionnant de partenaires. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre au départ ? De façon assez étonnante, ça n'a pas été très compliqué de convaincre des partenaires. On s'est aperçu au moment où on a lancé la structure qu'il n'y avait pas de manifestation sur le livre extrêmement marquante sur Amiens. Même dans la région, il y avait à l'époque le festival de la Nouvelle de Saint-Quentin qui depuis s'est arrêté. Et donc on a eu de la place quelque part pour faire grandir cette petite fleur du premier festival. Et ça a été lancé comme ça. Vous intervenez en outre tout au long de l'année dans les établissements scolaires ou auprès de publics adultes. En quoi consistent ces formations ? Il s'est passé une drôle de chose depuis 1998, on s'est aperçu, on est bien tombé, on s'est aperçu que le monde scolaire en particulier, mais également le monde des bibliothécaires, le monde des libraires, le monde des enseignants avait vraiment des soucis avec la bande dessinée. Ils se doutaient qu'il y avait des choses à faire, mais quoi et comment en parler. Et petit à petit, on a développé un discours autour de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut intervenir aussi bien dans le cadre de formation auprès de publics adultes, effectivement dans la France entière, ou alors intervenir dans des classes pour de la sensibilisation, des ateliers d'écriture. Comment choisissez-vous les auteurs qui seront invités au festival ? Est-ce que c'est simplement par affinité ou est-ce que le régionalisme a une part d'importance aussi, la diversité ? On a un fonctionnement assez original par rapport aux auteurs. Par rapport à la taille de la structure, la plupart du temps, les festivals de notre taille ont des invitations qui viennent directement des éditeurs. Nous, on veut garder une maîtrise entière du plateau d'invités. L'idée, c'est vraiment d'être des médiateurs des livres qui nous plaisent. Donc les auteurs qu'on invite, on les invite parce qu'on a envie de dire au public « ces auteurs nous plaisent, leurs livres nous plaisent, venez les découvrir à votre tour ». Et on a aussi un fonctionnement qui oscille entre le côté professionnel, qui dure pendant toute l'année, et les bénévoles qui, au moment du salon, font les choix d'invitation d'auteurs. Donc chacun des membres de la cellule artistique du festival vient avec sa liste d'auteurs et puis on les contacte, on voit qui peut venir, qui ne peut pas et petit à petit s'étoffe le plateau avec les auteurs invités pour les expositions. Alors bien évidemment, il est extrêmement important pour nous de continuer à travailler sur la promotion des auteurs régionaux, donc ils sont systématiquement invités sur la manifestation. Pour les faire connaître, c'est l'intérêt aussi de l'opération. Tout à fait. Alors cette année, parmi les auteurs invités, il y a Jean-Pierre Gibrat, que nous avons rencontré lors des Bulles du lundi. Ce sont des manifestations que vous organisez tous les premiers lundis du mois pour permettre au public de rencontrer gratuitement et librement un auteur. Et Jean-Pierre Gibrat était le dernier invité. Donc je vous invite tout de suite à voir le reportage de notre rencontre avec lui et puis on se retrouve tout de suite après. J'étais déjà venu en 98, oui, pour la sortie du Sursis tome 1, je crois. Ouais, c'était juste avant le tome 2. Votre premier album en tant que scénariste et dessinateur. Voilà, ouais. Et puis donc cette année, voilà, on a fait la gentillesse de me réinviter, mais cette fois en invité d'honneur, donc à charge de faire l'affiche, mais c'était un régal. Et puis voilà, je suis très content de revenir ici. C'est un métier de solitaire, on ne se rend pas très bien compte de la façon dont les choses vont être perçues. Et les retours sont toujours à la fois intéressants, des fois un peu surprenants, des fois les gens ont été marqués par certaines choses qui pour nous n'ont pas forcément d'importance et au contraire on a essayé quelquefois de... Oui, c'est intéressant de voir comment les gens réagissent. Ils ne savent pas toujours à quoi ça ressemble vraiment, à quoi ressemble une page originale. D'autant que sur les pages originales, maintenant, il n'y a pas les textes, donc ça donne un aspect graphique qui est mis en valeur, en plus qu'on s'est encadré et tout. Et je sais que là, je reviens d'une exposition à Auvers-sur-Oise, où ils ont justement une partie des planches de Mathéo. Et même moi, ça me surprend de les voir comme ça, pourtant je les connais, j'ai passé 2 ans avec. Alors justement, Mathéo, c'est votre dernier album, le premier d'une série de 4 albums. Peut-être 5, mais Peut-être 5, ouais. Donc voilà, vous allez vivre quelques années avec ce personnage, un Espagnol engagé dans la guerre 14, malgré ses convictions antimilitaristes. Il s'engage pour des raisons de cœur. Des raisons de cœur, aussi des raisons de partager la misère des autres aussi. Donc, puis aussi effectivement pour une raison affective, quoi, puisque la fille dont il est amoureux, il sent que cette espèce
de mise sur la touche, le dessert copieusement, quoi. Donc à un moment il dit j'avais compris que la reconquête de Juliette passait par celle de l'Alsace-Lorraine, quoi. Donc ça résume un peu l'initiative. Pour moi, la situation historique reste toujours un cadre, mais quand même ça a de l'importance parce que en plus c'est évocateur, c'est-à-dire que même pour soi, ça donne encore plus envie de dessiner, d'avoir vu un maximum d'images. Alors là, sur la première période, là, donc ça tournait autour de la guerre de 14, donc ça c'est relativement facile de trouver la documentation iconographique, y compris historique bien sûr. Mais là, la deuxième partie, c'est sur la Révolution russe. Et là, j'avoue que c'est beaucoup plus compliqué. Je suis même allé à Saint-Pétersbourg pour prendre des photos, mais je m'attendais là-bas à trouver des livres à foison sur la Révolution de 17 et il n'y a rien du tout en fait. On a eu l'occasion de discuter avec un guide, il y a des choses qu'on ne trouve jamais dans les bouquins bien sûr. Puis le fait de revoir les lieux, moi j'avais lu 2 gros bouquins sur la Révolution russe et je suis en train de les relire parce que le fait d'y être allé, de voir les endroits, ça évoque maintenant pour moi beaucoup plus de choses. Donc vous êtes parti pour combien d'années avec Mathéo? Vraisemblablement entre 6 et 9 ans encore, ouais. Donc, de retour sur notre émission dans les locaux dont on a marché sur la bulle avec Pascal Merriot. Pascal, derrière le festival Ces rendez-vous de la bande dessinée, vous le disiez, il y a un nombre très important de bénévoles qui participent. Combien sont-ils aujourd'hui? Inscrits au sein de l'association, on a aujourd'hui plus de 90 bénévoles, du moins 90 adhérents, et on peut compter sur 70 à 75 personnes au moment du festival. Oui. Et on peut également compter sur un noyau réduit d'une trentaine de mordus qui sont là très très souvent. Qui reviennent d'année en année? Ces bénévoles viennent régulièrement en amont du festival, tous les dimanches par exemple, depuis à peu près la mi-mars. Pour monter les expositions. Et les projets d'exposition sont également liés aux bénévoles. Ce sont leurs envies, ce sont leurs désirs. Alors on partage ces désirs, on aide. Oui, c'est un reflet vraiment de... On a marché sur la bulle, c'est... Voilà. Tout à fait. Le salon est vraiment le moment fort pour les bénévoles. Ça reste leur manifestation. Ça faisait partie des gageures au moment où on a décidé de lancer la structure professionnelle, de vouloir continuer à être sur cette dynamique bénévole. Pas une ligne éditoriale imposée. Absolument pas. Il y a la liberté d'expression. Et comme ces bénévoles sont variés dans leur goût, le plateau, à son tour, devient varié dans son expression. Voilà, sur différents sites. Et sur différents sites également. Le festival se tient. Alors, en plus, lors du salon, vous proposez de nombreuses animations, des ateliers. Il y a un concours qui est organisé, ouvert à tous les Picards, sur le thème « Si j'étais, point de suspension ». Est-ce que c'est important l'interactivité entre le public et les professionnels dans des moments comme ça? On veut absolument que ce ne soit pas une structure statique avec des auteurs derrière des tables et des livres chez un libraire. On prend son livre, on vient devant l'auteur et on s'en va. Si ce n'est que ça, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ça qu'on voulait dès le début, ce n'est pas ça qu'on a aimé chez les autres. On a aimé à chaque fois qu'il se passait quelque chose en plus. Alors pour réussir à créer ce lien particulier, parce que c'est vrai que la dédicace quand même est extrêmement attirante pour le public, on a beaucoup travaillé sur l'interactivité des expositions. Par exemple, les expositions jeunesse sont à hauteur d'enfant. Systématiquement, ces expositions jeunesse aussi proposent des fiches d'activité, proposent des jeux à réaliser directement ou des tables lumineuses. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis le reste de l'interactivité, ce sont bien évidemment les débats, les rencontres et les logiques d'atelier qu'on met en place de plus en plus régulièrement. Par exemple, cette année, il y aura un lieu de rencontre continu pendant toute la durée du salon avec les auteurs régionaux. Oui, donc c'est quand même un privilège aussi de pouvoir les rencontrer pour le public. Combien de visiteurs sont attendus sur le salon? Vous savez un petit peu chiffrer? Nous espérons avoir à peu près autant de visiteurs que l'année dernière, où on avait reçu 6200 personnes sur la durée du salon. Et puis on sait qu'on touche à peu près 30 à 35 000 personnes en amont dans les diverses expositions qui sont présentées ici ou là. Oui, dans toute la région. Dans toute la région, oui. Ainsi. Alors il y a aussi, et ça c'est une collaboration de l'association avec un gros projet à Péronne, à l'Historial, autour de Jacques Tardy, auteur majeur s'il en est, probablement le plus grand auteur de bande dessinée à ce jour, qui travaille toujours sur son obsession autour de la Première Guerre mondiale. Donc là, on est lié directement par le territoire à cette préoccupation. Il y a aussi des expositions dans l'ensemble de la Somme qui circulent dans le cadre du réseau des bibliothèques départementales. Et puis, il y a les expositions sur Amiens, à la présidence de l'université, à l'agence centrale de la Caisse d'épargne, à la bibliothèque Louis Aragon, bien évidemment, où on monte cette exposition Mathéo. Avec Jean-Pierre Gibra qui proposera les planches de son dernier album chez Futuropolis. Parlez-nous à présent des éditions de La Gouttière. Et pourquoi La Gouttière? Au début de la vie de l'association, on avait sympathisé avec un certain nombre d'auteurs et parfois ces auteurs nous proposaient des planches inédites ou en nous disant « mais vous êtes sympathique, pourquoi est-ce que vous ne tenteriez pas le challenge de l'édition ?» Et puis on n'y a pas été, on n'a pas osé à plusieurs reprises. Et puis un jour, en 2005, on a sorti un premier livre dont on est content, dont on est très content, qui s'appelle Coïncidence, qui était une expérimentation, un seul scénario et 12 dessinateurs pour l'interpréter. Mais on s'est aperçu qu'être éditeur, ce n'est pas juste fabriquer un livre, mais qu'il faut absolument pouvoir suivre ça dans la durée. Donc on s'est dit un jour, on ira, le jour où on aura quelqu'un pour incarner cette dimension éditoriale. C'est le cas maintenant depuis avril dernier, et les éditions de La Gouttière existent. Alors le pourquoi de La Gouttière, alors ça vient, c'est vraiment un peu tiré par les cheveux cette histoire.
La bande dessinée n'est pas très étudiée sur le plan universitaire encore à ce jour, et il n'y a pas de nom officiel pour le blanc entre les images sur une page de bande dessinée. Et on peut dire, pour faire un peu intello, que c'est l'espace intericonique. Pour le faire beaucoup moins intello, on peut dire que c'est le blanc entre les images. Et on se voyait mal lancer les éditions du blanc entre les images. Quoique, je trouvais ça intéressant. Ça aurait pu être un concept. Or, il existe un mot anglais pour désigner cette zone interstitielle, qui est the gutter, la goutte, et c'est un faux ami de gouttière. Gutter veut dire caniveau. Et on trouvait aussi que les éditions du caniveau, c'était un tout petit peu limite. Un petit peu connoté. Voilà, où est-ce que tu as édité ton dernier album? Dans le caniveau. Bon, non, c'était pas terrible. Par contre, la gouttière, avec le côté chat, on trouvait ça plutôt sympathique. Sympa, effectivement. Voilà. D'où les éditions de la gouttière. Très bien. Pascal, je vous ai entendu rappeler récemment que finalement le dessin était notre premier mode d'expression, jusqu'à ce que vers l'âge de 6 ans, on nous mette un crayon dans les mains pour nous apprendre à faire des jolies lettres. Et puis là, c'est à ce moment-là que la plupart d'entre nous arrêtent de dessiner. Finalement, la vocation de votre association, c'est de nous donner envie de poursuivre, en tout cas pour la jeunesse, ou d'y retourner pour ceux qui ont arrêté. Pas nécessairement, dans la mesure où vraiment la bande dessinée, c'est une histoire avant tout. C'est-à-dire que du côté des lecteurs, je ne souhaite pas nécessairement que tout le monde redevienne auteur de bande dessinée, je n'ai pas souhaité ça. C'est vrai que les auteurs, fréquemment, sont des gens qui n'ont pas été sensibles aux sirènes du monde éducatif. Du crayon. Voilà, à l'arbitraire du crayon et des jolies vagues pour faire un M à 3 jambes et un joli W. Et ce sont des gens qui ont continué souvent, c'est presque une tarte à la crème. On dit souvent, déjà très jeunes, dans les marges de ces cahiers. Et ces gens-là noircissaient leur cahier d'école. C'est vrai que c'est souvent comme ça que ça s'est passé. Mais du côté de celui qui reçoit, la bande dessinée, c'est vraiment de l'ordre de la lecture. Oui, effectivement. Et justement, j'avais envie de vous parler du prix du meilleur premier album des lycéens Picard qui sera décerné à l'occasion du festival. Donc, c'est Jean Trollet qui a recueilli les suffrages avec le dessinateur aux éditions Bambou. Le jury était composé de 800 élèves de 39 établissements de toute la région. Est-ce que c'est justement une façon de promouvoir le livre, ce genre d'opération, et la lecture pour les élèves de ces établissements? On est complètement au centre de cette préoccupation-là, bien évidemment. Ce sont des jeunes de lycée technique, professionnels et agricoles. Leur parcours avec le livre n'est pas toujours une longue vallée de roses ou une histoire d'amour. Et l'idée forte de ce projet, c'est de leur montrer qu'il existe dans la création contemporaine en bande dessinée des albums susceptibles de les toucher. Et c'est ce qui fonctionne. Tous, au début de l'année, ont assez peu de pratique de la lecture de bande dessinée. Ils sont au lycée et ils sont moins de 10% à lire parfois des bandes dessinées. Donc c'est vraiment très très peu de lecteurs. Et puis à la fin de ce projet, on a des vrais enthousiasmes, des engouements de lecture et des mômes qui viennent défendre bec et ongle leur livre, leur choix, et pourquoi celui-là, pourquoi techniquement, pourquoi sur le plan affectif, pourquoi sur le plan de l'histoire, c'est important et bien. Et effectivement, cette année, c'est Jean Trollet pour l'album Le Dessinateur. Voilà, est-ce qui vous a surpris ou... C'était un album qui avait séduit dès les premiers feuilletages au début de la session. C'est contemporain, c'est du polar, il y a de l'action, donc ça avait fonctionné, mais c'est juste un album de qualité. Et systématiquement, les jeunes, là, ça sera la 11e édition du prix, systématiquement, ils vont vers des albums de qualité. Donc ils ont un bon goût, même pour ceux qui n'étaient pas a priori dirigés vers le livre, il y a un instinct, voilà. Oui, c'est une très bonne surprise, en tout cas, de se dire que si on travaille vraiment en finesse, si on leur donne les moyens de comprendre, de mieux décrypter, de mieux déchiffrer, ils vont aller vers un niveau d'exigence qui est simplement celui d'un lecteur. Oui, c'est vraiment intéressant. Chez vous, ça a commencé dans l'enfance, la passion de la BD? Je me suis posé la question à plusieurs reprises, j'ai été chercher, je n'ai pas énormément de pratique de lecture de bande dessinée, un petit abonnement à PIF, peut-être 1 an ou 2, quelques journaux de Mickey, et je crois que c'est l'Éducation nationale qui m'a donné le virus. J'ai été pion, surveillant dans un établissement dans l'est du département, et il y avait des trajets en train qui étaient tellement ennuyeux que j'essayais de tromper cet ennui, et qu'à l'époque j'avais mes premiers salaires, et donc j'ai pu m'acheter quelques bandes dessinées, et puis j'ai pris tombé dedans. Complètement, à ce moment-là, ça a été là que ma passion pour la bande dessinée a explosé. Et est-ce que vous dessinez vous-même? Du tout. Pas du tout. Du tout. Oui. J'ai envie de vous demander, en toute subjectivité, s'il fallait sauver un album de BD. Oh là là. Oh là là. Quelle cruauté. Ou deux. Les deux. Il y a un album pour lequel j'ai un engouement incroyable, qui est un album à peine narratif. Ça s'appelle Le Garage Hermétique de Moebius, plus connu sous le nom de Jean Giraud, ou également connu sous le nom de Jean Giraud en tant que dessinateur de Blueberry. C'est un bouquin complètement expérimental. Il écrivait 2 pages par mois pour Métal Hurlant, et certains mois, il avait le temps de faire des pages extrêmement travaillées, d'autres mois, il oubliait ce qu'il avait fait la fois précédente. Ça donne un bouquin à la fois délirant et tout à fait renversant. C'est un des livres qui m'a renversé, en tout cas. Et puis l'autre, ce serait un livre pas tout récent aussi, ce serait Ici même, de Jacques Tardy et Jean-Claude Forel.
reste. Une histoire assez improbable d'un bonhomme, Arthur même, qui vit sur des murs, sur une île. Il est propriétaire de l'île et il a des locataires. Et il doit aller leur ouvrir la porte régulièrement. Donc il y a des relations extrêmement étranges entre ces locataires et ce bonhomme perdu sur les murs. Et si vous deviez conseiller un album à quelqu'un qui ne lit pas de bande dessinée? Il y a une solution extrêmement simple et cette année, c'est de conseiller Le Sursis de Jean-Pierre Gibrat. Ah oui, absolument. Ce bouquin, en 2 tomes, qui existe maintenant également sous forme d'intégrale, est un livre extrêmement séduisant sur le plan de l'image et à la fois c'est une formidable histoire extrêmement efficace, extrêmement étonnante, extrêmement déroutante, extrêmement prenante. Oui, c'est tout le talent de Gibrat qui est au scénario et au dessin, à partir du Sursis justement. Absolument. Et ce livre, on l'utilise souvent. On dit souvent entre nous que c'est la gestion homéopathique des gens qui sont hostiles à la bande dessinée. On peut leur donner ce bouquin en premier et derrière, ça fait tomber leurs a priori vis-à-vis de la bande dessinée. C'est un livre qui est à la fois dans la séduction et dans la qualité et dans l'exigence. Bah, écoutez, le message est passé pour ceux qui veulent se lancer. Le Sursis de Jean-Pierre Gibrat. Pour plus d'infos sur vos activités, j'invite tout le monde à aller sur le site d'On a marché sur la bulle, bd.amiens.com. Les temps forts du festival, ce sera le 6 et 7 juin au pôle universitaire Cathédrale, mais sur d'autres sites, également à Péronne. Voilà, il y a beaucoup de manifestations liées à la bande dessinée en ce moment. Cette émission est terminée. Pascal Mariot, je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus ici et à très bientôt sur TV Amiens. À très bientôt. Au revoir.